Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2014 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du Jour. Le Fait du Jour est vieux en fait de 125 ans, mais il a une résonance tout à fait actuelle et c'est un livre remarquable qui nous en fournit l'occasion aujourd'hui. Ce livre, je vous le présente, La crise financière française de 1789 à 1799, de Andrew Dickson White aux éditions Le Jardin des Livres. Alors rassurez-vous, nous sommes bien en 2014 et la personne qui a écrit le livre n'est pas ici, mais celui qui est ici, c'est celui qui l'a édité. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir pour cet ouvrage vraiment exceptionnel qu'on ne connaissait pas, mais vous avez eu le mérite de le dénicher, si je puis dire. Enfin, on ne le connaissait pas. Il était connu, mais son auteur est un homme qui a été très important à son époque. Il était ambassadeur des États-Unis, auprès de l'Allemagne notamment. C'est un homme qui avait une grande culture et beaucoup de connaissances économiques, et notamment sur le plan monétaire. Et cet ouvrage est issu, si j'ai bien compris, de plusieurs conférences qu'il a faites et qu'il a réunies ensuite. C'est bien ça? C'est cela, et surtout en fait une mise en globalité pour raconter la véritable histoire de la Révolution française. Et en fait, ça me fait très plaisir ce que vous avez dit justement, parce que au début je me suis dit que ce sont mes cours d'histoire qui étaient déficients, on va dire ça comme ça. Et puis je me suis rendu compte progressivement en discutant avec des collègues journalistes et surtout depuis maintenant avec les lecteurs, que tout le monde découvre, tout le monde tombe de sa chaise, c'est le cas de le dire, en voyant que cette histoire, cette crise financière n'a jamais été racontée, elle est totalement occultée par l'intelligentsia française qui s'escrime à ne s'occuper que d'idéologie et qui se moque totalement de la vie quotidienne des Français. Ils en ont rien à cirer, et je suis poli. Non, mais donc vous me confortez, si je peux dire, parce que vous aussi, vous découvrez. Moi, je connaissais pas cet ouvrage, c'est Max, c'est James Turk qui me l'a fait découvrir. Oui. D'ailleurs, à vrai dire, même dans le monde anglo-saxon, il est pas très connu, c'est plus un truc universitaire de très haut niveau. Et je me suis enfin, nous, on l'a traduit, donc on l'a modernisé, hein, bien entendu, donc, parce que c'est un anglais un peu vieillot, et du coup, il retrouve une pêche, un dynamisme, etc. Et on y est, quoi. Et on découvre qu'on nous a menti. Je veux dire que on voit bien l'idéologie. Comment dire que les Français privilégient l'idéologie face à la vérité. C'est quand même incroyable. Alors précisément, il s'agit de faits qui sont décrits dans cet ouvrage, puisque ces faits sont tout simplement la création entre 1789 et 1799 d'une masse énorme d'assignats qui était de la monnaie purement scripturale, c'est-à-dire du papier, et évidemment... Vous êtes très diplomate, hein, j'appelle ça la monnaie de singe. Hein. De la monnaie de singe, si vous préférez, on peut aller jusque-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous vivons les mêmes circonstances. Les banques centrales émettent des quantités astronomiques de papier. Il y a actuellement en circulation dans le monde, enfin c'est la production mondiale... La Fed émet 75 milliards par mois. En ce moment. Elle a baissé de 10 milliards depuis à peu près, je crois, deux mois. Le fameux tapering. Mais c'est du foutage de tête, hein, c'est clair. Alors, comme on sait que la production mondiale est de l'ordre de 550 000 milliards de dollars, on s'aperçoit qu'en quelques années, on a émis plus d'argent qu'il n'en correspond de production réelle. Donc il y a une coïncidence extraordinaire entre ces événements que vous avez publiés dans ce livre et les événements actuels. Alors, ce qui est frappant dans l'ouvrage, qui est écrit d'ailleurs d'une façon extrêmement accessible, on peut le lire presque comme un roman un peu inquiétant parce que ça se termine mal, et donc on s'aperçoit au fond que, et l'auteur le dit, les gens qui ont émis tout ce papier, au fond c'était des économistes sérieux. Et ils ont été pris par un véritable cycle auquel ils n'ont pas pu échapper. Et j'ai eu le sentiment, en lisant le livre, qu'on est dans des circonstances assez semblables. On est effectivement dans les circonstances exactement similaires. D'ailleurs, vous le voyez bien, ça va se terminer de la même façon. Hein, ça va se terminer par des émeutes. Sauf qu'à l'époque, 1789-1799, c'était limité à la France. Je rappelle quand même qu'on sortait d'un système bimétallique, pièces d'or et d'argent. C'est pour ça qu'en français on dit « est-ce que tu as de l'argent ?» On fait en référence au métal, il ne faut quand même pas l'oublier. Et là, ça va être mondial. Donc ça va être un chaos absolument mondial.
vu la quantité de monnaie que émettent les Américains, les Japonais et les Anglais, enfin surtout les Américains et les Japonais, c'est totalement délire, vous avez raison de le souligner. Et ce qui va se passer, en fait, c'est une sorte de revanche de l'histoire. C'est-à-dire que les Français ont tué Dieu, d'une certaine façon. En 1780, on a guillotiné le roi. Donc le pouvoir divin, on mettait fin au pouvoir divin. Et là, c'est la revanche de Dieu, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le monde entier va être dans le chaos. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas, en le lisant. Je ne sais pas si c'est le vôtre. Mais toujours est-il que, je veux dire, une monnaie qui ne repose sur rien va toujours chercher sa compensation dans la violence. Weimar. Et vous avez toujours, au final, à l'arrivée d'un dictateur plus ou moins éclairé. Napoléon est un dictateur éclairé, parce qu'il a fait la France quand même d'aujourd'hui, on le voit. Hitler, on a vu comment ça s'est terminé, la planche à billets, et surtout après la faillite de la fameuse banque Credit Einstein Rothschild. Il ne faut jamais l'oublier. La planche à billets donne des révolutions, par définition. Alors il y a d'ailleurs des coïncidences qui vont tout à fait dans le sens que vous indiquez, puisque quelques années après la création des assignats et lorsqu'on se décide en France à émettre de plus en plus d'assignats, parce qu'au début le rapport était relativement raisonnable entre la monnaie créée et les 6 mois. Les faits, les faits et les éléments qu'il a gagés. Quand on a décidé de faire des assignats, on les a assis sur les propriétés du clergé. Ça a duré 6 mois. Oui, ça a duré 6 mois, mais c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on estimait que la France devait 4 000 milliards. C'est la dette, à la mort de Louis XVI, c'était la dette de la France. 4 milliards de livres. Oui, c'était plus des livres. Oui. 4 milliards de livres. Et donc, la valeur des terres du clergé était estimée entre 2 et 4 milliards de livres. Puis ensuite, on a commencé par émettre des assignats de façon raisonnable, et petit à petit... Qui étaient rémunérés. Qui était rémunéré. L'État versait, je crois que c'était 2%. Voilà. Et au bout après, on va revenir dans un instant sur la vitesse d'exécution de cette émission, mais ce qui est frappant, c'est qu'assez rapidement, quelques années après, on en arrive à l'édit du maximum, et au fait qu'on menace de mort ceux qui prendraient des assignats, ou qui accepteraient des assignats, qui refuseraient les assignats. Ou qui refuseraient les assignats à leur valeur écrite, alors qu'on sait très bien que leur valeur réelle à l'époque, puisque par rapport au franc or, ou à la livre or, c'était de 1 à 1000. Il y a un tableau d'ailleurs dans le livre. Il y a un tableau tout à fait éclairant. Donc, et là actuellement, quand vous entendez ce que disent un certain nombre de dirigeants français, dirigeants socialistes, mais ils en sont à la menace maintenant. Et donc on est plus loin. On est tout à fait dans le livre, vous avez raison de le souligner. Le livre le dit très bien. Donc finalement... je sais bien que l'histoire ne se répète jamais, mais enfin, il y a quand même des ressemblances étranges. L'histoire se répète. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parliez d'économistes éclairés. Bon, vous avez quand même un certain nombre de gens, notamment Necker, qui s'étaient opposés à l'usage de la planche à billets. Il y avait déjà eu un précédent, la banqueroute de l'eau, parce qu'il avait essayé de remplacer... sous Louis XV. Voilà, sous Louis XV, ça s'est très très mal terminé. Donc là, c'était les prémices, vous voyez. Donc alors, pardon, je vous interromps, mais l'eau, ou l'AS, comme on l'appelait à l'époque, c'était fondé sur la compagnie du Mississippi, qui n'avait pas d'existence réelle. Mais là, les terres du clergé existaient. Et c'est ça qui est très intéressant, que même si on commence avec un PAC, comme on dit aujourd'hui, qui est à peu près crédible, très vite, le fait d'imprimer de l'argent et de l'imprimer librement devient une véritable folie. Et on arrive à en émettre de plus en plus. Alors, juste pour confirmer ce que vous dites et ce qu'il y a dans le livre, c'est que, je crois que c'est hier, la Bundesbank, donc un grand ponte de la banque centrale allemande, a proposé à ce que 10% des avoirs des Européens soient ponctionnés, allant dans le sens de la proposition du FMI, bien entendu. Donc c'est une chypriotisation confirmée à nouveau. Par exemple, si vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque, ou un peu plus, 10%... sera utilisé pour renflouer votre banque qui est en faillite. Elles sont toutes en faillite. C'est ce qui s'est passé à Chypre, c'est très exactement ce qui s'est passé. L'OCDE a pondu une autre note technique également hier, disant que le Crédit Agricole, ils ne le disent pas, mais diplomatiquement, enfin, ils disent qu'elle est en faillite. Crédit Agricole. Oui, nous sommes... Écoutez, aujourd'hui, M. Barnier doit dire, en tout cas, quel est le projet qui est
formé par la Commission européenne pour réguler le secteur bancaire. Tout le monde sait qu'il ne se passera rien. Barnier est un traître. Barnier est un traître. Mais bien sûr, il a tweeté, hein, parce que j'ai relayé ses tweets, hein, il a tweeté en disant il se félicitait, parce que bien entendu, ils ont signé l'accord au 15 décembre, au moment où tout le monde partait en week-end, surtout que les Français ne réagissent pas sur le braquage des Français, enfin des Européens et des Français en particulier, pour sauver les banques en faillite. C'est purement scandaleux. Et ce type se félicite, en plus c'est génial. C'est absolument génial. Alors que ces banques sont des escrocs, elles ont joué au casino, elles ont perdu, et donc c'est le passant qui passe devant le casino, hein, qui doit banquer. Non mais, je sais pas, c'est quand même monstrueux. Et ça s'est très très mal terminé. Ils ont été obligés de faire venir Napoléon quand même pour arrêter les pillages dans les rues de France et de Navarre. À Paris en particulier, je veux dire le nombre de boulangers qui ont eu la tête coupée, hein, qui ont fini sur une pique, le nombre de commerçants qui ont été envoyés à la guillotine parce qu'ils traficotaient des pièces d'or, des pièces d'argent, refusaient les assignats, etc. On le voit bien dans le livre. Je veux dire, vous voyez, votre analogie est très bonne parce que vous comparez leur état d'esprit de ces révolutionnaires à celle des apparatchiks socialistes d'aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que les apparatchiks de l'ancienne URSS, vous voyez, complètement idéologiques et ne voulant pas voir la réalité. Parce que eux, c'est des fonctionnaires. Ces mecs-là, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, pour la plupart. Ils ont toujours été fonctionnaires, donc ils se foutent totalement des problèmes d'un patron de PME qui, lui, doit vendre ses produits avant de pouvoir embaucher quelqu'un. Ça c'est un truc qu'ils ne comprennent pas. Et on le voit bien avec l'incitation, enfin, la pseudo-incitation faite par M. Hollande et par M. Ayrault à échanger en quelque sorte des emplois contre des allègements de charges. Mais ce qu'ils ne savent pas, car ils n'ont jamais dirigé la moindre entreprise, c'est que la clientèle n'est pas quelque chose qu'on peut créer ex nihilo, et que tant qu'un chef d'entreprise n'a pas de client, il ne peut rien vendre et il ne peut pas en embaucher. Donc ça paraît, on se sent un peu bête de dire des choses pareilles, tellement c'est vrai. Mais vous avez raison. Ni le président de la République, ni le Premier ministre ne le savent. Mais non, mais vous avez raison de le souligner parce que c'est tellement énorme qu'on ne le voit même plus. Enfin, je veux dire, les journalistes financiers français sont quand même assez extraordinaires. Pour vous donner une idée, HSBC, la banque HSBC en Angleterre, sans prévenir ses clients, bien entendu, du jour au lendemain, décide de limiter les retraits au guichet. Chose qu'en France on connaît depuis 2008, je le rappelle. Hein, c'était ex nihilo aussi. Mais là, la différence entre la presse financière anglaise et la presse financière française, c'est que les journalistes anglais leur sont rentrés dans les plumes, et le lendemain ou le surlendemain, ils ont été obligés d'annuler cette règle. En France, vous n'avez pas vu les journalistes économiques en train de rentrer dans les plumes de la BNP, du Crédit Agricole, et surtout de la Banque Postale, etc., pour dire, mais c'est un scandale, si j'ai 15 000 € et que je veux en retirer 10, c'est pas votre problème. Vous voyez ? Et ce qui est encore plus étonnant, je fais juste un parallèle, vous voyez bien que toute la presse politique, les journalistes politiques étaient au courant des aventures de M. Hollande, hein, mais il a fallu que ce soit la presse People qui sorte l'affaire. Hein, ils se retrouvent tous comme des crétins. Mais c'est absolument... J'ai vu passer un Twitter qui est génial, disant les journalistes sont de gauche, les juges, la justice est de gauche, tout le monde est de gauche, sauf le peuple qui, lui, par définition, est de droite. Hein, on est vraiment dans une espèce de fascisme intellectuel qui est très similaire à ce qu'on avait sous la Révolution française. C'est étonnant. Et alors, précisément, l'ouvrage a ceci de très intéressant. Je le répète, c'est un ouvrage passionnant que chacun doit pouvoir lire parce que il démontre bien comment il y a un mécanisme pervers et irrésistible. Quand on commence à fabriquer de la fausse monnaie, on ne peut plus s'arrêter. C'est comme la chirurgie esthétique. C'est comme vous savez, les femmes qui commencent, vous savez, elles commencent, hein, et ensuite elles n'arrêtent plus. Hein. On commence par une ride et puis on refait tout. Quoi. Il y a des hommes qui le font aussi. Oui. Donc, quand ce mécanisme se met en route, la planche à billets, qui maintenant est une planche électronique, continue à fonctionner de plus en plus. Et on le voit bien dans l'histoire de la Révolution française, que quand on arrive à un certain stade, même les gens raisonnables qui disent non, il faut quand même qu'on arrête, c'est très grave, etc., ils sont emportés par le flot. Et ça m'a rappelé une déclaration de M. Greenspan, avant l'éclatement de la crise, il disait « Quand une bulle se constitue, on ne peut rien faire pour l'arrêter, sauf... » modifier les taux, sauf ne pas rendre l'argent aussi facile. Seulement là, c'est très difficile, effectivement. Il l'a créé, lui, en plus, de toutes pièces. Oui, justement, pour un banquier central, c'est qu'il devient terriblement impopulaire s'il arrête
de créer de la monnaie. Et c'est probablement ça qu'il voulait dire. Le résultat, aujourd'hui, on a pu le constater et on le constate encore. Donc, parallèle absolument évident entre la création des assignats et la création de fausses monnaies actuelles. Et là où le parallèle devient très inquiétant, vous aviez commencé à en parler tout à l'heure, c'est que quand la situation se durcit parce que les réalités s'opposent à cette fausse monnaie, eh bien à ce moment-là, la violence éclate et on voit bien les prémices en France de cette violence dont précisément, et c'est en cela que je voulais vous interroger, on ne sort pas du livre, rassurez-vous, sur la manifestation de dimanche. Il y a eu dimanche une manifestation intitulée Jour de colère, donc moi j'étais en déplacement, je n'ai pas pu m'y rendre, mais nos associations appelaient à manifester également, et il se trouve que toute la classe politique, toute la classe médiatique s'est élevée contre un certain nombre de choses effectivement inacceptables, des cris d'antisémitisme, mais qui n'étaient pas le fait des manifestants. Ce n'était pas le fait des manifestants. Beaucoup de mes amis... C'est utiliser, vous avez un cheveu pour dire que vous êtes chauve, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Cette manifestation, à mon sens, est la première véritable manifestation... La deuxième, Quimper. Oui, Quimper, oui, mais celle-ci est nationale, la première manifestation nationale de la colère du peuple. Absolument. Et je pense que c'est vraiment le début de cette révolution, que beaucoup de journalistes appellent de leur vœu. C'est exactement ce que j'ai écrit d'ailleurs sur le site. Voilà. Vous voyez, on est d'accord là-dessus. Voilà. Et qu'ils refusent beaucoup de ces journalistes, les mêmes journalistes qui appellent finalement à ce qu'il y ait une insurrection, contre ce système. Ils n'appellent pas à la violence, mais quand ils constatent qu'il y a eu un violent ou 10 violents sur une manifestation de 80 000 personnes, ou plus ou un peu moins, je ne sais pas, alors à ce moment-là, on voit bien que le système se rétracte. Et donc, les Français sont désormais seuls face à leur destin. En tout cas, c'est mon interprétation. Je ne sais pas si je vous rejoins tout à fait. J'ai été avec la manifestation hier, je l'ai couverte pour le site, et j'ai même failli me retrouver coincé parce que le ministère de l'Intérieur a monté une souricière, place Vauban, donc devant les Invalides, pour coincer, pour tabasser, et pour justement créer les événements de manière à décriminaliser le système classique utilisé depuis tout le temps par tous les ministères de l'Intérieur contre leurs opposants politiques. Mais je l'ai vu parce que j'en étais victime moi-même. Des inspecteurs de police m'ont accompagné en me disant vous devez traverser la place et vous sortirez là-bas, c'est ouvert, vous pouvez passer. Et j'arrive là-bas, bien entendu, cordon de CRS, etc. Et là, ils bloquaient tout le monde, etc. On passait vraiment un par un, ils vérifiaient comment on était habillé, etc. Bon. Donc c'était une souricière. Et vous voyez, 250 personnes en garde à vue. Je veux dire, ils les ont parqués derrière des grillages, dans un camp à Auschwitz ou je sais pas où. J'ai dit, mais attendez, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On voit bien, vous avez raison. On voit bien que le pouvoir commence à prendre peur. Lorsque le pouvoir prend peur, il commence effectivement à développer toute sa capacité répressive, et ça va être de pire en pire jusqu'à la révolte totale. Alors effectivement, moi j'ai eu le sentiment, n'y étant pas, mais j'ai eu beaucoup de relations par beaucoup de nos adhérents qui y étaient. J'ai vu, notamment pour la sécurité sociale. Voilà, ils y étaient, ils ont manifesté, je peux vous dire qu'ils ont manifesté dans le calme et dans l'esprit. Pardonnez-moi, vous avez vu comment le petit journal s'est moqué d'eux? Alors, on me l'a dit, je ne l'ai pas vu. Non, mais c'était grandiose, parce que dans le genre, il a retourné le truc en disant en opposition, nous ne voulons plus être remboursés par la sécurité sociale. Vous voyez, pour faire croire aux gens que... Vous voyez, la désinformation médiatique atteint des niveaux absolument phénoménaux. Et le petit journal est le numéro 1 dans le style. C'est ce qui s'appelle l'esprit canal. L'esprit canal, cette espèce de dérision... J'appelle ça l'esprit anal. Oui. Alors, donc, tout ça nous ramène effectivement aux événements dramatiques qui se sont passés en France à la fin de cette période des assignats et qui ont conduit effectivement Napoléon à prendre le pouvoir. Il a été appelé. Et à être appelé et à dire... Il n'a pas pris le pouvoir. Non, on lui a donné le pouvoir. Remet de l'ordre. Et il a dit, je ne paierai qu'en espèces. Donc il a immédiatement rétabli la confiance. Désormais, c'est de mon vivant, jamais je n'émettrai du papier monnaie. Voilà. Il est revenu au standard hors argent. Et alors, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 115 ans après, ou 125 si on regarde le début des événements,
on se trouve dans une situation où désormais le monde a besoin de retrouver la confiance. Il faut que les monnaies, premièrement, que les monnaies retrouvent leur valeur, retrouvent une valeur, car actuellement personne ne peut dire quelle est la valeur réelle d'une monnaie. Et deuxièmement, il faut que les États cessent de dépenser. C'est le fond du problème. Alors vous avez actuellement en France, et on retrouve très exactement les propos tenus, c'est pour ça que j'ai été fasciné par le livre, on retrouve sous la plume ou sous la langue des gens de l'OFCE par exemple, de ces économistes entre guillemets, le plaidoyer pour la dépense. Il faut dépenser, dépenser. Exactement comme les autres qui disaient il faut émettre de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, jusqu'à ce qu'enfin on s'enrichisse. Et à chaque fois on s'appauvrisse. D'ailleurs, il y a un parallèle assez intéressant, c'est-à-dire que avant que Napoléon prenne le pouvoir, ses armées, ses soldats n'étaient pas payés. Or, qu'est-ce qu'on a vu depuis 2 ans, 3 ans? Les soldats, surtout en OPEX, n'étaient pas payés. C'est l'astuce qu'a trouvé le ministère de la Défense pour gratter un certain nombre, une centaine de millions, qui leur permettait de faire la soudure avec le budget suivant. C'est étonnant d'ailleurs. Et donc le fait qu'un État soit en faillite, car c'est le cas de la France actuellement, c'était le cas de la France révolutionnaire, conduit forcément à des mesures violentes, et à des affrontements très graves. Et on a le sentiment, et je crois que c'est aussi votre sentiment, à travers ce que j'ai pu lire sous votre plume, que l'épreuve finale est engagée. Oui. C'est-à-dire que là maintenant, le peuple veut en finir avec ce système. Et je pense qu'il a dit que pour en finir, il a décidé une chose extrêmement simple, de ne plus payer. D'abord parce qu'il ne peut plus. Dominique Régnier, que vous connaissez sans doute, au moins de nom, oui. Dans un colloque auquel j'ai participé, disait « La rente prend trop, le risque ne peut plus ». Et je trouve que sa formule est excellente. C'est-à-dire que la rente, c'est quoi? C'est tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, retraités, chômeurs, fonctionnaires, vivent du travail de la population active. Actuellement, vous avez 15 millions de Français qui travaillent pour 50 millions. Donc ces 15 millions ne peuvent plus. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Il n'y a pas d'autre raison. Alors il peut y avoir ici, là, des épiphénomènes, des gens qui manifestent pour des idées folles ou insupportables. Il n'empêche que la masse de ceux qui manifestent, ce sont des gens qui ne peuvent plus, qui travaillent et qui n'ont plus le moyen de continuer à travailler. 80 000 personnes sous la pluie glaciale un dimanche, c'est quand même pas... Et c'est un début. C'était pas... Voilà, c'est un début, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le deuxième jour de colère qui aura... Je ne sais pas s'ils ont l'intention d'en organiser un second, mais je pense que le deuxième va fédérer encore plus de monde, parce que d'ici là, le chômage va s'aggraver. Et vous savez, moi je suis journaliste maintenant depuis quasiment 30 ans. Ma spécialité, c'était l'informatique. Une compagnie que je connaissais particulièrement bien, c'est IBM. Et je peux vous garantir que en 30 ans d'expérience, j'ai toujours vu que quand IBM Monde commence à licencier, donc eux, quand ils font un licenciement, c'est genre 5 000, 10 000, 15 000, 30 000. Eh bien, ça veut dire que leurs analystes, leurs prévisionnistes, en fait, ont calculé que leur chiffre d'affaires allait encore baisser. Donc il faut virer le plus de monde possible pour pouvoir verser les dividendes. Bon, vous connaissez ça. Mais quand IBM licencie, ça veut dire qu'il n'y a strictement aucune amélioration économique en vue. C'est aussi simple que ça. Donc les perspectives sont très sombres, les banques sont dans une situation extrêmement périlleuse. Elles sont en faillite. Elles sont toutes en faillite. Il faut clairement, elles sont en faillite. Et Crédit Agricole en particulier. Oui, oui. Et donc en particulier, il faut que les Français qui ont leurs économies dans telle ou telle banque soient prudents parce qu'ils risquent fort de se retrouver comme les Chypriotes, confisqués. Ah mais ça y est, les lois techniques sont votées. Voilà. Elles sont votées, je veux dire, si le patron de la Bundesbank, de la Deutsche Bank également, enfin, Bundesbank et Deutsche Bank, je veux dire, valide tout ça, ça veut dire que les Allemands, qui savent qu'en fait c'est eux qu'on va chercher l'argent chez eux, ils commencent à prendre les mesures prophylactiques, vous voyez, en disant, attention, avant que l'Europe commence à renflouer une banque, genre Crédit Agricole, le Crédit Agricole devra prendre 10% ou 15%, peu importe, sur l'argent de ses clients. Si vous êtes personne qui, monsieur, madame, vous regardez, vous êtes Crédit Agricole, eh bien vous serez taxé d'office pour sauver la banque. Et c'est une fois que la banque se sera servie sur le compte de ses clients que, éventuellement, l'Union européenne consentira à sauver le Crédit Agricole. Voilà ce qui est proposé. Alors, voilà, toutes ces propos que nous venons de tenir ne sont pas destinés à alarmer le peuple. Ils sont destinés à le mettre en garde
et à le prévenir. Mais surtout, si, alarmer, oui, justement. Bon, oui, l'alarme, mais si. il y a alarme et alarme. Il ne s'agit pas de s'affoler, il s'agit d'agir. Bon, Mais après, ça sera trop tard. Oui, l'action, c'est maintenant, il faut la mener dès à présent. Et si vous voulez vraiment avoir une idée Le mécanisme. Voilà, du mécanisme, il faut absolument lire ce livre, La crise financière de 1789 à 1799 par Andrew Dickson White. C'est évidemment un livre écrit en français, publié aux éditions du Jardin des Livres. C'est absolument fascinant. Et vraiment, je vous recommande cet ouvrage parce que il va vous aider, non pas à comprendre, je suis bien sûr que vous avez déjà compris ce qui se passe, mais au moins d'appréhender les événements qui vont se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Et par conséquent, on ne peut que remercier notre ami Pierre Jovanovic d'avoir publié cet ouvrage, car très souvent, vos publications font beaucoup progresser l'information des Français. Je pense en particulier à votre remarquable ouvrage sur cette banquière Blythe Masters. On en voit les effets aujourd'hui. Je vous avais reçu à cette occasion. Il y a 3 ans. Et depuis, eh bien, tous les événements que vous nous avez annoncés se sont en train de se produire. Absolument. Voilà. Donc, je n'ose vous dire, revenez dans 3 ans, parce que je ne suis pas sûr que nous serons encore là pour en parler, mais en tout cas, soyez remerciés de vos efforts pour ouvrir aux Français les voies de la connaissance de ce qui les entoure. Parce que, vous savez, Raymond Aron disait, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et actuellement, on a le sentiment que les Français commencent à comprendre l'histoire qu'ils font, et c'est probablement la raison pour laquelle ils vont dans la rue, parce qu'ils se rendent bien compte que désormais il n'y a plus d'autre issue, les issues raisonnables sont fermées. Alors la rue n'est pas une issue déraisonnable si elle sait se maîtriser. Maintenant, c'est aux uns et aux autres d'apprendre à conduire une action publique de façon à ce qu'elle débouche sur des solutions vraiment novatrices et raisonnables. Quand je dis raisonnables, c'est-à-dire qui apportent effectivement le bien-être aux Français. Merci Pierre Jovanovic. Merci à vous, parce que c'est évident que ce n'est pas sur France 2 ou sur TF1 ou sur FR3 qu'on parlerait de ce livre remarquable d'Andrew Dickson White. Donc je vous en remercie, parce que vous offrez donc à l'auteur et à notre maison, mais surtout à l'auteur, enfin pour les Français, de les informer, parce que c'est beaucoup de lecteurs m'ont dit que le mécanisme, ils ont vraiment compris ce qui allait se passer. C'est un extraordinairement pédagogique, oui. Et cette pédagogie fait parfois un peu froid dans le dos. Merci beaucoup Pierre Jovanovic, madame, mademoiselle, monsieur, vous regardez Reichmann TV, donc vous avez raison, puisque ce n'est ni sur les chaînes publiques, ni sur les chaînes privées qu'on vous parlera de ces événements, ils se déroulent partout, mais au fond, personne ne veut en entendre parler, car personne, au fond, ne veut que ça change vraiment, sauf nous, bien sûr, et un certain nombre d'autres qui sont maintenant de plus en plus nombreux. À bientôt, gardez courage, car ceux qui se battent ont toujours le courage. À bientôt donc, et vive la France!